Le docteur Tanchou n'en démord pas. Ce qu'il a vu est bel et bien vrai. Il n'est pourtant pas plus crédule, plus aveugle ou plus bête qu'un autre. Ils sont d'ailleurs des milliers à en avoir vu les effets et peuvent en attester. La fille électrique existe bel et bien. Mais alors, s'ils sont si nombreux à dire que tout est vrai, pourquoi le phénomène n'est-il pas validé par la science? Et puis, qui est-elle? Quelle est cette histoire qui fait grand bruit au milieu du 19e siècle? C'est ce que nous allons voir dans un instant, dans ce nouvel épisode du Bureau de l'étrange. En 1846, en France, le nom d'Angélique Cottin commence à prendre de l'ampleur dans la capitale. Nombreux sont ceux qui l'attendent avec impatience et se tiennent au courant de sa progression vers Paris. Au courant, c'est le cas de le dire, vous allez voir. Tout ce petit monde attend cette jeune fille timide et sans histoire de 13 ans pour une bonne raison. Figurez-vous qu'ils ont entendu dire de sources fiables qu'une jeune fille vivant dans le village de Bouvigny dans l'Orne subissait depuis peu des phénomènes étranges. L'histoire est la suivante. En la journée du 15 janvier 1846, la foudre tombe du ciel et frappe au sol. Entre les deux, Angélique Cottin, 13 ans. Inconsciente, elle est laissée sur place par ses camarades qui ont préféré fuir. Heureusement pour elle, elle est indemne. Choquée, elle se sent comme agitée et oppressée, mais bon, qui ne se sentirait pas bizarre après avoir reçu la foudre? C'est au soir de ce 15 janvier qu'Angélique, accompagnée de 3 autres jeunes filles, travaille à tisser des gants de soie chez sa tante la veuve Loinard. Tout à coup, vers 8 heures du soir, un guéridon en chaîne se met à remuer. Les 4 jeunes femmes tentent de le retenir, mais rien n'y fait. La peur finit rapidement par l'emporter. Elles sortent alors en courant et en hurlant du bâtiment. Avec de tels cris, de nombreux habitants du coin arrivent et se moquent bien vite d'elles lorsqu'elles racontent leur histoire abracadabrantesque. Elles doivent alors retourner au boulot, non sans crainte, et elles n'ont peut-être pas tort d'appréhender leur retour au travail, puisque le phénomène recommence dès qu'Angélique reprend son œuvre. Et en pire, le guéridon s'agite et se renverse avant d'être projeté en avant. Angélique est à son tour attirée par ce meuble fou, et alors qu'elle s'en approche, et le touche malgré elle, le guéridon est encore projeté plus loin dans la pièce. Heureusement pour elle, le phénomène finit par s'estomper, et le reste de la nuit fut calme. Mais le lendemain matin, vers 9 h, alors qu'elle a repris sa tâche, et qu'elle souhaite continuer à tisser son gant de soie, tout recommence. Figurez-vous qu'un simple fil de soie accroché à une huche d'environ 75 kg semble faire le lien entre elle, le gant et la huche, puisque celle-ci est soulevée puis projetée tout comme le fut le guéridon la veille. Pour les parents d'Angélique, c'en est trop. Tout comme le reste de la population du village, ils se disent que leur fille est ensorcelée, ou pire encore, possédée. Ils l'amènent donc devant le prêtre qui refuse de l'exorciser et préfère voir de lui-même ce qu'il se cache derrière toutes ces histoires. L'expérience est donc rapidement faite, et voilà notre brave curé bien obligé de reconnaître qu'il se passe quelque chose devant lui. Le guéridon, maintenu par 2 personnes, est à nouveau poussé de façon mystérieuse, et la chaise sur laquelle est assise Angélique en fait autant. Le curé ne veut pas croire aux sortilèges et aux démons. Il tente alors de rassurer la population en invoquant une maladie peut-être encore inconnue. Mais malgré les sollicitations, aucun médecin ne vient la voir. Après tout, cette jeune fille est cliniquement en bonne santé. Pourtant, les habitants du coin sont de plus en plus nombreux à venir la voir et à constater les phénomènes, qui sont généralement les plus forts entre 8 à 9 h le matin et 5 à 6 h le soir, et au contraire, presque nuls le reste du temps. Et là où avant il fallait un contact physique, il voit désormais par simple effleurement de vêtements les livres, les brosses, les ciseaux qui se mettent à voler au travers des pièces où elle se trouve. Un médecin doit venir la voir, ça devient urgent. Et puis, puisqu'ils ne veulent pas se déplacer, alors on emmènera Angélique à eux. C'est monsieur de Farémont, un notable qui habite non loin de là, ami des Lumières et de la Science, qui l'emmène à Mamers le 24 janvier, après avoir donné rendez-vous à plusieurs médecins de la ville. Mais une fois sur place, aucun d'eux ne s'est déplacé. Bien remonté face à ces soi-disant hommes de science qui refusent d'examiner un cas tel que celui d'Angélique est inacceptable, et monsieur de Farémont leur envoie donc une lettre incendiaire à chacun, ce qui fait tout de même un petit peu bouger les choses, puisque 2 d'entre eux acceptent finalement d'examiner la jeune fille. Mais le résultat n'est pas aussi flagrant que prévu, et les médecins en étaient presque à se moquer. Mais ces 2 hommes, qui étaient déjà très réticents, auraient sûrement dû prendre davantage leur temps pour constater les effets. Ou peut-être était-ce ce satané tapis qui se trouvait sous ses pieds, comme a pu le constater M. Farémont. Ici se trouve un sujet à approfondir pour lui, qui constate que plus les pieds d'Angélique sont isolés du sol, et plus les phénomènes sont moindres.
C'est ensuite le docteur Verger qui décide de faire son propre diagnostic. Il la fait venir chez lui et commence vers 15 h ses diverses expériences. Mais rien de bien efficace ne se fait voir jusqu'à 17 h, où les phénomènes sont de retour. Il en profite alors pour tenter divers tests et trouve notamment un point d'intensité plus important au pli de son coude gauche. Il y a aussi toute la valse des curieux qui sont plus de 1000 à venir assister aux expériences avant qu'il ne réserve les visites aux hommes de science. De nouvelles expériences, cette fois-ci faites par l'ingénieur Olivier et divers scientifiques, allèrent dans ce sens. Les tests les plus intéressants conclurent à un véritable lien entre le contact avec la Terre et Angélique. Ils tentèrent même de tromper cette dernière en utilisant des matières conductrices et en lui disant qu'elle ne l'était pas. Mais Angélique réagissait toujours de la même façon sur une surface isolée. Il était donc impossible qu'elle triche et qu'elle cherche à les duper. Le père d'Angélique, pauvre, peu cultivé mais pas bête, prit ensuite les choses en main, puisqu'il emmène sa fille à Mortagne pour en tirer profit. Quelle chance pour lui qui n'avait comme avenir qu'une vie de dur labeur, que d'avoir mis au monde cette poule aux œufs d'or qui leur donne espoir, quitte à en faire une bête de foire. D'autant plus qu'il leur faut faire vite, puisqu'il était envisagé que la puberté y était liée, et que ce n'était pas certain que les effets ne se dissipent pas lorsqu'elle deviendra une femme. Alors commence pour eux la tournée des villes en direction de Paris, à grands coups d'annonce pour venir voir la fille gymnotique, comme elle se faisait appeler à partir de ce moment. Arrivé à Paris le 10 février, il loue une chambre à l'hôtel de Rennes dans la rue des Deux Écus, où ils sont nombreux à venir la voir et constater par leurs propres yeux ce qu'ils ont entendu dire et qu'ils attendaient de voir si impatiemment. Parmi tout ce monde, plus ou moins éclairé, François Arago de l'Académie des sciences constate par lui-même ces étranges phénomènes. Il demande alors à Angélique et ses parents de venir à son laboratoire pour effectuer de nouveaux tests. Il n'est pas déçu puisqu'il voit une feuille de papier être attirée par sa main, un guéridon être repoussé par le simple effleurement de sa robe, une chaise sur laquelle elle s'est assise être soudainement répulsée en arrière alors qu'Angélique est envoyée en avant. Arago et ses assistants tentent bien de retenir la chaise, mais rien n'y fait. Pour François Arago, il n'y a plus qu'à faire vérifier tout ça par l'Académie des sciences dont il est membre. Il demande donc la création d'une commission afin d'examiner le cas d'Angélique Cottin, dont il fera partie. Cette fameuse commission de l'Académie des sciences fut donc réunie au Jardin des Plantes. C'est malheureusement sans M. Arago que les tests se font. Et rien ou quasiment rien ne se passe, juste 2 répulsions de chaises. La commission est plus enclin à chercher les mesures scientifiques plutôt qu'à constater les phénomènes bruts, et ne trouve pas les résultats qu'elle souhaite. Ils lui expliquèrent donc que si tout ça était vrai, alors elle était probablement l'équivalent d'une bouteille de LED, c'est-à-dire l'ancêtre du condensateur. La commission ne cherche pas plus loin, et décide donc de fermer le cas, préférant se fier aux témoignages de sceptiques, d'explications approximatives et au fait qu'elle continuait de faire ses démonstrations dans des salons alors qu'elle n'avait rien fait devant eux. Il y a tout de même une personne, le docteur Tanchou, qui était convié à assister au test de l'Académie, qui n'accepte pas cette décision, qui lui semble injuste et grave. Il écrit alors une lettre à l'Académie des sciences pour que celle-ci ne laisse pas tomber cette jeune fille si particulière. Il explique notamment que ce n'est pas la première fois qu'Angélique rate des expériences, qu'il y a des jours calmes et d'autres explosifs, et que l'Académie doit prendre son temps, que tous ces phénomènes sont ponctuels et anarchiques. L'Académie ne doit pas passer à côté d'une telle chance de constater ces phénomènes remarquables. Il y a aussi une chose, c'est qu'il a déjà été prouvé que le stress ou la peur influençait sur les capacités d'Angélique et qu'il fallait le prendre en compte. Mais ces divers arguments ne semblent pas émouvoir les académiciens, et François Arago ne semble pas non plus prendre la défense de la petite, alors qu'il a lui-même assisté au phénomène. Peut-être qu'il ne souhaite pas mettre sa réputation en jeu, ou alors peut-être remet-il en cause ce qu'il a vu en faisant confiance à ses semblables. Dans tous les cas, malgré le nombre grandissant de personnes qui constatent chaque jour ce dont est capable la jeune fille, l'Académie des sciences ne repassera pas le cas d'Angélique Cottin en revue. La jeune fille resta sur Paris avec ses parents, afin d'assurer des représentations qui en réalité devenaient de plus en plus faibles, voire nulles. Il devenait compliqué de continuer les spectacles de la sorte. Alors, peut-être poussée par son père, ou l'a-t-elle décidé elle-même, un jour, une nouvelle représentation fut faite. Mais rien ne se passa. Alors, Angélique tenta le tout pour le tout, et essaya de soulever une table avec ses genoux. Grosse erreur. Elle n'y avait peut-être jamais pensé, mais une bonne partie du public qui venait la voir était là pour démontrer la supercherie, ce qu'il n'avait d'ailleurs jamais réussi à faire depuis tous ces mois.
Et le public ne fut pas dupe, ils ont tous bien vu Angélique tricher. Il n'en fallait pas plus pour la discréditer et remettre en cause toutes ces choses extraordinaires qu'elle avait fait, ou plutôt qu'elle avait subies. C'est donc sous la honte et les reproches qu'elle partit de Paris avec ses parents pour rejoindre son village de Bouvigny. Là-bas, avec ses habitudes, le stress et la fatigue en moins, les phénomènes reprennent. Monsieur de Farémont, que nous avons déjà vu auparavant, reprend donc Angélique sous sa surveillance et passe de nombreux moments à constater toutes ces actions mystérieuses. Lui aussi est convaincu par ce qu'il voit encore. Il reproche aux habitants de la région de la considérer comme ensorcelée, et aux scientifiques de l'Académie de ne pas simplement voir les manifestations telles qu'elles sont et de s'obstiner à vouloir mesurer ces choses dont ils n'ont peut-être même pas les instruments pour le faire. Surtout que pour lui, l'électricité n'est que l'une des nombreuses causes. Poussée par son père, qui en tirait profit, Angélique continua tout de même des représentations jusqu'à ses 23 ans, où ce dernier mourut. Ce moment mit un point d'arrêt à la femme électrique, ou la pauvre idiote pour les détracteurs. Elle s'était mariée à 17 ans, et son mari aurait bien voulu reprendre les affaires du père sur le dos d'Angélique, mais il n'y avait désormais plus rien à exploiter. Elle vécut par la suite dans une grande pauvreté, parfois nostalgique et regrettant de ne pas avoir su exploiter son don pour elle-même alors qu'il en était encore temps. 1913 fut l'année qui l'emporta, elle et tous ses souvenirs qui nous seraient bien utiles à présent. La mort d'Angélique Cottin met un terme à cette histoire. Alors, était-ce la meilleure supercherie de l'époque, organisée par de pauvres villageois incultes au phénomène électrique? Peut-être. Pourquoi pas. Ou peut-être davantage cette fameuse foudre qui parcourt Angélique le jour même où tout commence. Ou encore cette rumeur disant que le père de cette dernière était prêt à tout pour devenir riche, quitte à pactiser avec le diable. Personne ne le saura jamais, mais chacun se fera son avis. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant d'y mettre un terme, j'en profite pour vous dire que je vais mettre un lien dans la description, qui renvoie vers un document très intéressant rédigé par le docteur Tanchou. Ça vous donnera de nombreuses informations complémentaires sur cette histoire, si elle vous intéresse davantage bien sûr. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous pouvez mettre un pouce bleu et aussi vous abonner si vous avez aimé. Et puis maintenant, salut et à la semaine prochaine!